Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 22 février, donc quelques heures après Elimination Chamber. Sachant que nous ne l'avons pas regardé en direct, je crois qu'il n'y a que Monsieur Vipé, que vous pensez être habitué, qui d'après lui a regardé juste quelques matchs. Voilà, nous l'avons terminé ce matin même du coup, donc bon gros coucou à la team replay, sachant que pour certains trucs on n'a pas spécialement été déçus d'attendre le matin, puis comme ça si jamais c'est pas terrible on n'a pas à s'endormir devant. Donc bah écoutez, voilà, donc c'est comme ça que l'on commencera ces vidéos. Donc Monsieur Vipé, bonjour. Donc aujourd'hui la review de ce Elimination Chamber 2021, donc l'avant-dernier arrêt avant WrestleMania, sachant qu'on se retrouvera du coup d'ici je pense un mois, enfin il y aura évidemment d'autres vidéos, hein, mais en tout cas on se retrouvera d'ici un mois pour Fastlane qui sera le 21 mars je crois. Ou le 20 quelque chose comme ça, pour voilà, qui lui sera le dernier arrêt avant WrestleMania 37. Du coup, on parlera pas du kick-off tout simplement parce que je ne l'ai pas vu, et même si beaucoup de choses ont changé sur cette carte, sachant que quand la vidéo a été postée en retard malheureusement, mais elle a été mise en ligne, nous avions parlé du match entre Asuka et Lacey Evans qui n'a pas eu lieu, sachant que WWE a annoncé quelques minutes presque après que nous ayons terminé d'enregistrer la preview, que le match du coup avait été tout simplement annulé. Donc du coup c'est peut-être pour ça que sur le début de la preview, si vous l'avez regardé, qu'il y a un petit décalage son à un moment, parce que j'ai dû couper justement au montage et essayer de faire un raccord, étant donné que le match n'avait pas eu lieu. Donc comme on l'a appris après, on n'allait pas refaire la vidéo, je l'ai juste coupé au montage. Et également concernant un match qu'on en parlera par la suite, Keith Lee a été absent du show, a été remplacé par le vainqueur du coup d'un Fatal 4-Way qui a eu lieu pendant le kick-off avec Elias, Ricochet, Ali et John Morrison, si je crois que le compte est bon. Voilà, c'était un Fatal 4-Way, et le gagnant du coup aurait sa place dans le triple menace pour le titre des États-Unis en tant que remplaçant de Keith Lee. Donc voilà, donc c'était du coup John Morrison qui a emporté ce match et qui du coup est rentré dans le triple menace, mais ça on en parlera après. On va vous faire donc, comme d'habitude vous êtes habitués, la présentation des matchs avec nos avis, sachant qu'on vous les présentera dans leur ordre d'apparition. Donc on est parti pour la review. Monsieur VP, comme à ton habitude, tu vas engager avec l'opener qui était donc le match Elimination Chamber du coup roster bleu de SmackDown, avec la stipulation en tout cas, le gagnant avait droit à un match de championnat contre l'actuel du coup champion Roman Reigns. Un avis dessus? Oui, très bon. J'ai trouvé c'était un bon match que j'ai trouvé. Oui. Et avec des bons spots, mais un peu, en fait, bon et déçu à la fois en fait. Parce qu'on savait pendant un moment du match comment on travaillait sur une des personnes qui était dans le chamber. C'était sûr que c'était lui qui allait gagner. Oui. Même si moi c'était pour Cesaro et tout, mais après, non, après le match c'est très bien déroulé. Voilà. Mais après, je sais pas comment l'expliquer en fait. Après, en fait, il y avait certaines personnes qui savaient qu'ils allaient pas gagner, que là, ça allait se jouer entre Kevin Owens, Cesaro, Daniel Bryan et Jey Uso. C'est ce qui s'est passé à la fin. Hein. Il y a eu les 4 derniers, c'était Jey Uso, Kevin Owens, Cesaro et Daniel Bryan. Ouais. Donc toi du coup donc c'est assez mitigé. Ouais, assez même mitigé. Si parce que le début de match était pas mauvais avec Cesaro contre Daniel Bryan, ils ont fait des bonnes choses, certes c'était pas rapide mais c'était bien travaillé et tout. Et après au fur et à mesure que le match s'avançait, on travaille beaucoup plus sur Daniel Bryan
Donc ça sentait que Daniel Bryan allait gagner le match à la fin, ouais, à la fin du Chamber. C'est exactement la réflexion que je fais, parce qu'en fait, comme je vous expliquais, M. VP a vu les 3 premiers matchs en direct et la suite non, parce qu'en du coup on a regardé la suite là il y a quelques heures à peine. Et sachant que j'ai vu qu'il a vu les 3 premiers matchs et que moi j'avais rien vu du tout, j'ai dû regarder les 3 premiers matchs et après on s'est rejoint sur le network pour le regarder et j'ai fait la même réflexion que lui. Du coup voilà, c'était en mode voilà, on fait que travailler sur Bryan bien comme il faut. Ça sent que c'est lui qui va rester à la fin et qui va potentiellement se faire démonter contre Roman Reigns. Donc alors qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté beaucoup de choses. Donc j'avais noté dès le début du match Bryan Cesaro doucement mais sûrement. Donc voilà, on a eu du catch, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus efficace. C'était voilà, ça comme tout est dans le titre en fait. Ça avait commencé doucement mais sûrement, avec 2 grands catcheurs malheureusement qui sont pas spécialement utilisés comme il le faudrait, notamment Cesaro. On a Baron Corbin qui est entré en 3ème place, suivi de Sami Zayn et qui nous a fait un gag. Alors pourtant Sami Zayn je l'aime pas du tout. Mais il nous a fait un petit gag en fait, que dès qu'il est rentré il a voulu bloquer la porte en fait, donc voilà, pour pas sortir, pour rester enfermé dans sa cellule, sauf que de l'autre côté ça s'est ouvert et il y a eu un petit gag. Voilà, c'était pas grand chose, mais c'était la petite barre de rire de Sami Zayn. Et il fallait évidemment quelque chose d'assez drôle étant donné son personnage. Première élimination du coup c'était Baron Corbin je crois qui s'est fait sortir. Oui, oui c'est ça. Par Daniel Bryan, si je dis pas de bêtises. C'est par Cesaro. Non, Cesaro. Cesaro, oui. T'es sûr? Sharpshooter. Ah peut-être. Bon en tout cas il a première élimination. Kevin Owens est rentré ensuite en 5ème place. Malheureusement, alors j'ai noté donc évidemment Jey Uso était le dernier à rentrer. Mais là où j'ai été pas déçu, ouais bon oui et non. Mais c'est que malheureusement on a déjà vu malheureusement beaucoup de fois ce genre de choses, c'est l'enchaînement de finishers. C'est quelque chose de très classique quand on est avec des stipulations avec beaucoup de personnes ou... Voilà, c'est du déjà vu et je trouvais ça vraiment dommage de le remettre et puis d'avoir un This Is Awesome derrière qui franchement était plus que pénible. Mais voilà, c'est genre je te mets un stunner et moi je te mets un coup de genou et moi je te mets un End of Day et moi je te fais ça, enfin bref. Malheureusement c'est du déjà vu, donc ça a été un peu chiant malgré le fait que bon on en reparlera pendant le main event, mais bon voilà. Je l'ai trouvé quand même mieux ce Chamber là que l'autre, mais sachant que voilà, ça c'est du déjà vu, donc c'est un peu dommage. Et surtout, alors là quelque chose aussi qui m'a beaucoup gonflé, c'est que comment on appelle ça, les gars qui filment, les caméramans, les plans qu'on nous propose à la télé, du coup quand on le regarde nous sur le network, ce sont des plans bien trop prévisibles, parce que le plan du je monte sur la 3ème corde, on me filme bien moi pour qu'on voit que moi, on se doute forcément qu'il va y avoir quelque chose ou quelqu'un qui va intervenir, et toutes ces choses où on se dit ah c'est filmé comme ça, il va se passer quelque chose, parce que la fameuse vue les mecs ils sont tous du même côté en train de se foutre sur la tronche, on filme bien qu'eux et on oublie le mec qui est monté là-haut, on se doute très bien qu'il va se passer quelque chose. Et comme je le disais à M. IP, c'est est-ce que on dit ça parce qu'on a l'habitude de voir ça maintenant, donc on commence à connaître un peu quand il y a tel angle de caméra, on sait qu'il va se passer ça, ou est-ce que c'est parce que bon ça innove pas trop et que vu que c'est pas terrible, l'avait vu depuis quelques temps, on sait pas. Franchement moi j'avais pensé peut-être un peu des deux, mais voilà, c'est dommage d'avoir ces trucs si prévisibles où du coup c'est un peu embêtant, c'est ça. Ensuite on a eu Sami Zayn qui a été éliminé, Kevin Owens en 3ème qui a pris vraiment tarif par Jey Uso, Cesaro en 4ème position et évidemment une fin voilà, en mode je vais tenter un gros frost splash mais je prends un coup de genou. Daniel Bryan serre les dents, il secoue la tête, on y va et puis on n'en parle plus. Victoire de Daniel Bryan. Sauf que là vous vous dites bien, du coup Daniel Bryan va l'affronter Roman Reigns, donc on va lever la cage, on va faire passer un autre match pour histoire qu'il récupère, qu'il aille prendre la douche, qu'il aille se faire masser un peu. Que nenni! Que nenni, mon dieu, vous êtes si loin du compte. Pas du tout, on envoie la musique de Roman Reigns qui arrive avec Paul Heyman qui le regarde d'une manière toujours aussi terrifiante. Et puis voilà, puis l'arbitre qui demande à Bryan si ça va, s'il est en état de se battre. Oui, tout va bien selon Bryan. Et puis en effet, dès que la cloche a sonné, on enchaîne avec
direct avec un finisher, enfin un finisher, une prise de soumission de Daniel Bryan où tout le monde était, je suis sûr, en mode mon dieu, Roman Reigns va abandonner, alors que non, pas du tout. Il a vendu un petit peu et puis après il s'est libéré d'une manière très très simple, on va dire. Par contre, il y a un truc qui m'a gonflé, et de toute façon, on va vite aller sur ce match étant donné sa durée. C'est que déjà, quelque chose de fou, c'est que Roman Reigns a quand même gagné, bon évidemment, hein, on se doutait bien qu'il allait pas perdre, a gagné sans tricherie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coup bas, il n'y a rien eu, c'est extrêmement rare. Mais par contre, quelque chose qui m'a vraiment gonflé, c'est la violence pour Roman Reigns est tolérée. C'est-à-dire que Brock Lesnar qui met des coups d'avant-bras sur Orton pendant le SummerSlam il y a quelques temps, on lui fait pisser le sang. Ça, bon, hein? Voilà, c'est scandaleux, tout ce que vous voulez. Mais Roman Reigns qui fait la même chose, qui met des coups d'avant-bras ultra violents sur Bryan, bon c'est pas grave. L'arbitre, bon, voilà quoi, il est... Ouais, c'est du catch. Bon, j'ai trouvé ça un peu déplacé, franchement ça m'a un peu dégoûté. Voilà, donc je suis peut-être un petit mot sur ce match très court. Bah il était court. Ah oui, merci. Ah bah là, tu m'apprends rien. Je te demande un avis, je te demande pas de répéter ce que je viens de dire. Logique, hein, c'était Roman Reigns qui allait gagner. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Après un match pareil où on a focus Daniel Bryan pendant tout le match, c'était sûr que après c'était pas Daniel Bryan qui allait gagner. Ouais. Donc on savait bien parce que après ce match il y a eu quelque chose. Donc, par contre, on a peut-être une affiche pour Fastlane. Et laquelle? Eh ben Roman Reigns. Roman Reigns, Daniel Bryan. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Sachant que Reigns pour WrestleMania, on le sait. Ouais. Parce que oulala, suspense de fou. Qui c'est qui va intervenir pour lui mettre un spear et le sécher au sol? Bah c'est Edge. Non, c'est pas Goldberg, hein. Spear, ah non, vous inquiétez pas. Même si beaucoup de superstars ont le spear à la WWE. Hein. Mais Edge, oulala. Surtout, c'est exactement ce que j'ai mis dans mes petites notes. Il est marqué Edge a fait son choix, oulala la surprise. Parce que si vous avez regardé le dernier épisode de SmackDown, on se doutait pas du tout que Edge allait choisir Roman Reigns, sans parler des rumeurs qu'il y avait. Mais oui, on n'avait pas du tout se dire Reigns il a séché Edge, oh là là, Edge il va dire il est trop fort, je vais aller chercher McIntyre à Raw. Donc bref, choix, bon bah évidemment ultra prévisible, donc bon bah rien de bien foufou en ce début de show, mais bon. En tout cas, ça a peut-être fait le bonheur de certains d'entre vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était pas foufou, mais c'était pas non plus très nul. Ah va. C'était voilà, c'était passable, on va dire. Donc la soirée commence de manière assez mitigée et on va tout de suite enchaîner sans perdre de temps avec du coup Bobby Lashley qui met son titre des États-Unis en jeu contre Riddle et du coup Pac Lee contre John Morrison. Et là je pense que bon pour moi ça va être très rapide. J'ai noté Bobby Lashley beaucoup trop fort. Après tout ce qui va être la confrontation, une fois que Lashley sera un peu dehors, Riddle, Morrison, bon dans le ring, bon c'est... Ça va, ils font le boulot qu'on leur demande, voilà, il nous dit allez-y divertissez-nous, bon ils le font, des fois il y a quelques petits trucs qui rentrent pas si bien que ça, mais voilà, ils font le boulot, ils font leur travail, et puis surtout, cette fin, pour protéger Bobby Lashley, parce que vu comme elle a été construite, même pendant tout le match, je pense que IP sera d'accord avec moi, pendant tout le match il est trop fort, on peut pas le chercher. Bobby Lashley, on pourrait se mettre à je sais pas, 50 sur lui, il gagnerait, je suis sûr. Il est construit d'une manière tellement puissante que c'est un truc de malade. Ce qui est bien, c'est qu'il a rendu le titre des États-Unis over. Il les a. Ah oui, il lui a redonné de l'importance, ça c'est clair. Parce que les États-Unis avant c'était à mode des gens des États-Unis. Bon, c'est bien, c'est cool. Et c'est sympa. Enfin voilà. Et c'est vrai que bon on peut pas lui reprocher ça, et puis surtout voilà la fin qui, comme on l'avait dit dans la preview, alors Monsieur VP avait donné une victoire de Riddle en plus, moi j'avais dit Lashley concert, mais j'avais également précisé que même si vu qu'il y a la stipulation, il y a la triple menace, donc on peut potentiellement donner le titre à quelqu'un d'autre tout en protégeant Lashley, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc là, comme ça, Bobby Lashley reste fort, et on en reparlera de Bobby Lashley par la suite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas sur ce match? Pas grand chose, que en fait ils ont protégé Lashley, c'était logique, ils ont pris sur John Morrison, et qu'ils avaient fait ça, surtout ils avaient fait un match dans le kick-off
pour avoir une troisième personne pour dire bon, on va mettre quand même une troisième personne pour que le gagnant. Ah oui, sûr, ça aurait été du 1v1, c'est sûr que Lashley aurait gagné, je pense. Voilà. Ou alors peut-être qu'il aurait gagné Riddle, mais il y aurait eu quelque chose. On n'en sait rien. Parce que Lashley aurait pas pu perdre de manière clean. Ça c'est sûr. Non. Enfin voilà, donc de toute façon le match, hein, on va pas se le cacher, hein, il a tourné autour de Lashley pendant tout le match. Enfin voilà, c'est tout tourné autour de lui en gros. Mais ils ont même essayé de se mettre à deux, ils n'ont pas réussi. Hein. Ouais voilà, alors qu'en soi c'est le premier truc que je disais derrière mon écran, mais mettez-vous à deux, peut-être vous essayerez, mais bon enfin voilà. Donc là, tout le match a servi à rendre encore plus badass Bobby Lashley, même s'il était déjà à un niveau de badasserie assez important. Du coup en tout cas, voilà, donc on protège Bobby Lashley. Riddle va du coup prendre l'avantage sur le match et évidemment récupérer le titre des États-Unis avec un Bobby Lashley totalement furieux, mais comme je vous le dis, on en reparlera par la suite. Donc Riddle, nouveau champion des États-Unis, c'est un bon point pour Monsieur VP qui l'avait marqué correctement, et puis de savoir que j'avais pronostiqué Daniel Bryan pour le match d'avant, donc on va dire un partout. Allez, du coup on enchaîne avec le match pour les titres par équipe féminin. C'était donc Shayna Baszler, Nia Jax contre Bianca Belair et Sasha Banks. Bah écoute VP, fais-toi plaisir. Nul. Le match était nul à chier. Oula, claqué au sol. Allez, t'es claqué au sol. Ah non, j'ai pas aimé. J'aime cette expression. Déjà, c'était logique que avant le match, c'était pas Sasha Banks et Bianca Belair qui allaient gagner le titre. C'était juste pour faire un match pour les par équipe, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Sasha Banks, ça s'est pas catché. Je sais pas d'où vient cette fille qu'elle soit championne ou catchée. Elle fait toujours les mêmes prises. Toujours Fox Splash, Meteor. C'est exactement la même chose. Bianca Belair. Enfin, c'est surtout que c'est la même chose, mais exécuté de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas. On refait la même daube à chaque fois. Bianca Belair. Waouh, elle a gagné le Rumble, ça se voit pas. Ah ouais, Bianca Belair. S'ils veulent construire Bianca Belair forte pour WrestleMania, ben c'est raté, hein. Parce que là, elle est vraiment. Après, il reste encore un peu de temps, il y a encore Fastlane. Ouais, mais. Ouais, si on mettait. Oui, parce qu'on va prendre encore les exemples, je vais dire encore des exemples, mais regarde Charlotte, quand elle a gagné le Rumble, elle a été bien construite. Non, là, Bianca Belair, waouh. C'est surtout que généralement les gens qui gagnent les Rumble sont généralement se construisent même bien fort après, puis ils se lancent directement dans le choix. Le choix ils le font très rapidement, même si c'est peut-être pas le lendemain, tu vois, à Raw ou à SmackDown. Mais ils le font quand même assez rapidement et puis on lance, on le voit avec Seth Rollins, tu vois. Pour les stars, il a fait son choix très vite pour WrestleMania 35 et c'est parti très rapidement. Et après chaque semaine c'est vraiment des confrontations qu'ils avaient où je prends l'avantage, tu prends l'avantage et puis voilà quoi. Et ça a duré jusqu'à WrestleMania. Mais là c'est quoi? Là, déjà bon, bah, voilà. Déjà que Sasha Banks c'est pas catchy, alors Bianca Belair, parce que oh, bon. Ça va être quoi? Ça va être le match, ça va être France Place Météor. Ah ouais, bah, ça va bien, non, bien tout ça. Et après, après il y a eu l'intervention de Regina de. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit pendant le match, je suis content. Et victoire de Nia Jax qui s'est tombée sur la championne. Ouais, alors j'y vais plus en détail sur mes paroles que toi. Sachant que comme d'habitude, hein, vous commencez à être habitué, je prends toujours mes petites notes pour pouvoir en parler et je note les points un peu forts du match. À savoir, le trou n'est pas resté fort. Alors là, bah, double mention à quelqu'un que je pense que vous connaissez. À savoir que dès le début du match, on va toujours faire référence au derrière de Nia Jax. Bon, voilà. On va avoir une petite partie aussi où du coup où Sasha Banks va dominer un petit peu Nia Jax dans le ring. Ça va pas durer très longtemps, je crois que ça va durer peut-être moins d'une minute. Mais j'ai marqué en majuscule, n'allez pas me dire que Sasha Banks domine Nia Jax dans le ring. C'est impossible. Puis même nous à la télé on peut pas dire oh, Sasha Banks elle est trop puissante et tout. Elle est trop basse. De base, Sasha Banks n'est pas taillée. J'allais dire pour le ring, non, parce que ça veut rien dire. Mais n'est pas taillé pour faire face à Nia Jax. Si vous notez quelqu'un qui veut faire face à Nia Jax, mettez-nous, je sais pas, une superstar féminine un peu badass. Shayna Baszler, Rhea Ripley, Raquel Gonzalez par exemple. Voilà, des personnes badass. Mais n'allez pas te dire que Sasha Banks, elle défonce Nia Jax quelque temps, lui met des prises à la place où elle veut, donc c'est totalement débile. Donc,
Pardon, j'en perds ma voix, à force de dire n'importe quoi. Donc j'ai marqué d'aller pas bien que Sasha Banks domine Nia Jax easy dans le ring, et puis surtout j'ai marqué le trou n'était pas resté fort et les champions non plus, parce que dès le début, voilà, les 1 ou 2 premières minutes c'était 100% pour Sasha Banks et Bianca Belair. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bah du coup les prises portées pendant le match n'ont pas resté fortes non plus, parce que mon dieu, les trucs de Sasha Banks, bon on en parle à chacun de ses matchs, je le sais, mais bon on est obligé. Ça mettait hors de la 3ème corde. Et puis surtout Nia Jax qui va faire c'est quoi, ça, Samoan Drop je crois qu'elle a voulu faire. Ou je sais pas qui c'est qui l'a pris, mais qui a été porté d'une manière mais tellement bon clean, j'ai envie de vous dire. Bon c'est l'ironie évidemment, mais j'ai l'impression qu'elle s'est juste laissé tomber et puis bon il n'y a eu aucune exécution là-dedans. Enfin bref, pour moi c'était rien de propre. Et puis surtout ce finish, parce que la team Reginald, voilà, monsieur se ramène avec du champagne, parce que juste avant, pendant que les champions avaient fait leur rentrée, il y a eu une petite interview très vite fait où Original était venu en mode oui, mais les champions vous n'êtes pas prêtes parce que Sasha Banks c'est the boss, c'est la patronne, Bianca Belair c'est la gagne du Rumble, et puis vous allez gagner les filles, je vais vous ramener le champagne. Et puis il nous a fait une petite référence. Qu'est-ce qu'il avait dit? Juste pour vous. Juste pour vous. Pour vous, ouais, c'est ça. Voilà, c'était plutôt bon. Voilà. Petit bisou à la France. Et puis surtout voilà, le mec va se ramener quoi, 2-3 minutes avant la fin avec une bouteille de champagne, et puis finalement voilà il va se dire un petit peu en difficulté, tiens Sacha, prends la bouteille de champagne, éclate-lui sur la tronche à la limite et tu gagneras. Bah sauf que l'arbitre évidemment il l'a vu, donc bon bah ça a servi de prétexte à protéger un peu Bianca Belair et Sasha Banks. Donc du coup, voilà, c'était le prétexte pour pour les mettre en équipe, mais pour les faire perdre tranquillement. Et qu'on a eu une Brandao aussi. On a eu une Brandao, je sais plus sur quoi. Quand Shayna Baszler elle retourne le bras de Sasha Banks, c'est que d'habitude avec son pied elle frappe le coude. Ah oui, là, oui, oui. 3 mètres à côté. En effet, oui. Je l'ai vu. Ah bah elle a pas touché du tout. Hein, donc bon. Voilà, c'était vraiment pas terrible ce match. L'exécution, c'était vraiment pas ça. Ah bah tout le match de toute façon, dans tous les cas, il était pas terrible du tout. Mais bon. C'est pour ça, on le dit toujours, donnez votre avis en commentaire. Si vous avez les matchs, tant mieux pour vous, mais on se le dit gentiment. On n'est pas là pour s'insulter. Voilà, c'est pas parce qu'on a dit du mal de quelque chose que, on le rappelle, c'est notre simple avis. On n'a pas un avis universel. Bref, on termine, j'ai envie de dire, plus que ce match-là, sachant que bon il y aura pas de nouvelles d'Asuka pendant tout le show en fait. On sait pas où elle est peut-être restée chez elle, ou à faire une vidéo, on sait pas. Donc on termine ce show qui a duré 3 heures je crois, quelque chose 2h50, quelque chose comme ça. Ce qui en soi est franchement très bien, comme ça c'est ni trop long ni trop court. Avec du coup le Elimination Chamber, cette fois-ci pour le roster de Raw, donc le titre WWE était en jeu. Et bon, je vais essayer de dire ça assez vite fait. Donc on a eu les 2 premiers qui étaient Jeff Hardy et Randy Orton. Donc dans le ring, écoutez, c'était du très classique, hein. Puis comme je l'avais noté à Monsieur VP, c'est que Orton, je trouve qu'il a un avantage et un grand inconvénient. Quand il a l'avantage que quand il veut, il peut faire du bon. Il peut être rapide, il peut être fluide dans l'exécution, il peut être propre, bref, vous avez compris. Mais quand il n'a pas envie, quand ça l'intéresse pas, ou quand c'est mal foutu, quand c'est mal organisé, il est d'une lenteur. Mais à vous endormir, mais sans parler de que ce soit du catch à l'ancienne. Le début, il était où? Le début était super beau, et je vais en reparler pendant la suite. Oui, c'était bon. Pas des âges qu'ils ont, ils vont pas faire des near fall, des non, mais sans parler de ça, Brian Cesaro, ça a commencé très doucement, ils ont rien fait de foufou. Oui, mais n'oublie pas. Daniel Bryan, je sais même pas quel âge il a, Cesaro et Daniel Bryan. J'en sais rien. Voilà. Mais Jeff Hardy déjà, il commence à être âgé, Randy Orton aussi. Et oui, c'est pas les mêmes gabarits. Non, pas les Cesaro ou Daniel Bryan. Non mais sans parler de ça, mais tu peux ne pas avoir le même gabarit et faire quelque chose de certes pas foufou mais qui passe un peu. On leur demande pas de faire des trucs extrêmes dès le début, de se trouer l'oreille avec des tournevis ou bref ce qu'ils veulent. Mais quelque chose de très simple, histoire de faire entrer les premiers, les deuxièmes, le troisième, et de se dire allez maintenant il y a du monde, on peut essayer de donner un petit peu ce qu'on a malgré le fait qu'on a passé l'âge, bref, voilà, qu'on l'ait trouvé pour ces conneries et je pense que vous avez la référence. Et voilà, mais sans faire quelque chose de foufou, essayer de proposer quelque chose un peu divertissant, parce que là c'était vraiment très très long pour commencer.
Enfin bref, du coup, McIntyre rentré en 3ème place, élimination. Alors là, VP, je te laisse parler, parce que la première élimination. La première élimination, ils ont chié sur Randy Orton. Hein. Ah là, il y a le Vince McMahon est arrivé, a fait paf comme ça, il fait Orton bon, ce soir. Allez les gars, Orton il a rien à foutre là-dedans. Moi je le voulais pas, je le voulais avec Bray Wyatt, vous m'avez mis là-dedans, donc vous me dégagez vite fait. Vous le laissez avec Bray Wyatt. Dans la preview, les premiers éliminants, on a du Jeff Hardy, Kofi Kingston. Ouais, voilà. Là on regarde, là j'étais devant la télé, je regarde, tu vois Kofi Kingston faire un sorte de roulade avec un paquet et tout. Ouais, enfin, puis, ouais, bon, il va se dégager, ils vont se dégager. 1, 2, 3, 1, pardon. Excusez-moi. Ils ont pas fait ça. Coup de gueule. Ils ont chié sur Randy Orton. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Je sais pas c'est qui a dit bon on va te faire éliminer par un paquet donc on va te laisser un peu fort même si c'est par un paquet de Kofi Kingston. Pourquoi faire ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi un paquet dans un... Vous pouvez pas faire un sort de... Par exemple, s'il se prend 2 finishers, ok, ça passe. C'est protégé parce qu'il s'est pris 2 finishers. Mais là, il le ridiculise. En plus, en ce moment, il est en rivalité contre The Fiend. Là, on va encore le décrédibiliser. Parce qu'on lui a fait un sort de paquet de mal porté. Et on le fait perdre sur ça. Et puis surtout, comme je disais, j'ai l'impression que le match c'était un mode comme ça. C'est les gars, non, mais Orton dans le chamber, Vince McMahon il a fait oh non, les gars, putain, on peut pas l'enlever, mais non, vous faites chier. Bon, bah dégagez-le vite fait, lui, et on le garde juste pour Alexa Bliss. Et j'ai l'impression que ça a été ça. Et c'est là en soi que, comme je le disais dans le début de la vidéo, que je le compare avec le premier Elimination Chamber, où j'ai préféré le premier du roster bleu que pour celui-ci. C'est que dans les autres moments, dans le premier, j'ai trouvé qu'il y avait plus de moments où on travaille, mais on tente quand même d'éliminer un peu. Là, le problème qu'il y a eu dans celui-là, je trouve, c'est que il y a eu trop de travail dans le ring et pas spécialement souvent de tentatives d'élimination. Évidemment, les peu qu'il y a eu, bon bah ça a fonctionné. Et là, par la suite, bah, en fait, tout ce que j'ai noté, c'est vraiment élimination de telle personne en 2ème position, élimination de telle personne en 3ème. Il s'est pas passé grand-chose parce que Orton s'est fait éliminer, bah du coup, avec le respect, j'ai marqué qu'il s'est envolé. On a eu le droit à Omos qui a démonté la cellule des J-Styles pour en mode Orton part, vas-y rentre-toi. Parce que Randy Orton s'était énervé, il avait mis les deux RKO de Jeff Hardy et Kofi Kingston. Ouais. Et J-Styles a dit à Omos ouais, vas-y. De me sortir, je vais aller faire tomber, je vais essayer d'éliminer. C'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'il a cassé la. Voilà, mais Omos il a démonté à main lui, il a pris le truc, il a cassé le plexi et il a dit vas-y, descends, vas-y, fonce. Donc voilà, et finalement Omos bah, a été renvoyé au vestiaire. Voilà. J'ai cru qu'il allait le frapper à Adam Pearce, ça c'est possible. Ah, comme il était. Mais le regard de Omos, je dis Adam Pearce, casse-toi. Ah ouais, c'était dingue. C'était dingue. Du coup voilà, donc on a eu le droit à ce petit gag qui était plutôt fun, je trouve. Donc voilà, AJ Styles en a profité du coup pour rentrer par là où il rentre normalement d'habitude, donc pas par la cellule. Et ensuite on a eu que des éliminations et j'ai rien marqué d'autre. J'ai marqué Covington 2ème éliminé, Jeff Hardy 3ème éliminé, Sheamus 4ème éliminé et AJ Styles qui à la fin a pris un Claymore en plein air, en plein vol, voilà. Et McIntyre du coup conserve, donc j'avais mis mon point dessus, donc je suis plutôt content. Donc voilà, donc puis le match, comme je le disais, en soi, dans l'ensemble, était assez mou finalement, parce qu'il y a des moments où on se disait bon bah voilà quoi, ils se battent, il n'y a pas de tentative d'élimination, c'est pas très foufou ce qui se passe non plus. Donc au bout d'un moment, on en oubliait presque que c'était un match à plusieurs à Elimination Chamber quoi. Ben on a eu encore aussi des trucs qu'on savait à l'avance que comme Kofi Kingston ou AJ Styles, pardon, Jeff Hardy sur les pods, sur les cages qui ont sauté sur les gens. Parce qu'ils se regroupent, on les voit tomber. Oui, voilà, c'est pareil, c'est les angles de caméra, on se dit bon bah on se... Et après Jeff Hardy qui est un peu... AJ Styles qui est un peu trop loin de Jeff Hardy. Et à côté, juste à côté, t'as les deux Gus qui se frappent. Bon, c'est sûr qu'il a sauté sur les deux. Ouais, il a sauté sur Sheamus et McIntyre. Donc c'était logique que ça se passe comme ça en fait. Ouais. C'est en fait... on s'est prédit à l'avance en fait. C'est ça, c'était un peu dommage. Donc c'est pour ça que j'avais noté dans l'ensemble assez mou, mais heureusement le finisher était quand même plutôt sympathique. Et puis là surtout, parce qu'une petite séquence qu'on n'a pas parlé, mais c'était quoi? C'était avant ou... Avant. Ouais. Non, avant le match. Oui, juste avant le match.
Et on a vu du coup MVP en train de discuter avec le Miz qui avait sa mallette Money to Bank à portée de main, et puis peut-être qu'il était en train de lui proposer un plan. Et ben le plan, il était là, le plan était que c'est Bobby Lashley qui finalement, après avoir pété les plombs d'avoir perdu son titre des États-Unis, va s'en prendre à McIntyre, et va totalement le sécher sur place, et puis là... Évidemment, le plan d'MVP, c'était ça. Il discutait avec le Miz en mode écoute, monsieur, je peux te proposer mon aide, je fais venir. Tu comme ça, comme je sais que toi en plus, entre parenthèses, t'as pas de plan pour utiliser ta mallette, moi je veux bien t'aider. Allez, vas-y, je fais venir Lashley, et puis comme ça, il te fait tout le sale boulot, t'as plus qu'à y aller, t'encaisses et t'es champion. Et ben le plan MVP, j'ai marqué MVP le futé, sachant que tout simplement, c'est lui qui va donner entre guillemets la victoire au Miz, puisque une fois que Lashley aura séché McIntyre, il va arriver, il va cacher. On va tenter au début, je sais quoi, c'est son enchaînement avec son DDT qui fait bon, McIntyre va se dégager. DDT, voilà, et puis après le Miz va enchaîner avec son finisher, et puis là, nouveau champion, c'est la fête pour le Miz, 11 ans après le Miz est champion de WWE. Et puis là on s'est dit allez ça y est, de toute façon au moment où on a vu Lashley avec JP, on a presque gueulé en même temps. Oh mon dieu, on sait pourquoi il y a eu ça, ça y est, du coup lui il va rentrer. Et là on a tout prédit comme si on l'avait déjà vu avant. On s'est dit allez ça y est, le Miz il devient ça, c'est le plan pour que Lashley galère pas trop comme ça, Fastlane, le Miz va rester champion pendant quelques semaines, il devient champion, on fait l'affiche WrestleMania, McIntyre, Lashley, bam, on a le programme pour WrestleMania, c'est bon, on a déjà 2 matchs annoncés, voilà, c'est plié. Et le show se termine comme ça. Voilà, le Miz champion WWE, ça se termine comme ça. Point final, merci à tous, bonne soirée, rentrez chez vous. Juste après l'élimination Chamber, c'était un peu prévisible qu'il se passait quelque chose parce que la CAC s'est relevée très vite. Ah ouais, c'est vrai que tu l'avais mentionné, oui. Parce que dès que le match est terminé, la CAC s'est remontée, direct. Donc je l'ai dit, il va se passer un truc. Soit le Miz va arriver, parce que comme on avait vu MVP parler, c'est sûr que le Miz va arriver. En fait, c'était Bobby Lashley pour préparer le Miz à cacher la manette sur le... C'est ça, exactement. Donc c'était le plan d'MVP qui en soi est totalement ingénieux, parce que pourquoi s'embêter à dire à Lashley d'aller se battre contre McIntyre quand tu peux avoir le Miz qui pour moi le match va se terminer un peu, je pense, comme le premier épisode de la nouvelle formule de SmackDown avec Lesnar Kingston, en mode ça va débuter et puis voilà quoi. À la limite, si le match va durer plus longtemps, c'est que le Miz va vouloir se barrer et essayer de trouver quelque chose avec Morrison. Enfin bref, il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Mais en tout cas, le Miz va pas rester longtemps. Va pas rester champion très longtemps, ça je pense que si ça peut vous rassurer, voilà. Mais je pense que vous devez vous en doutez aussi. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, c'était peut-être pas si long que ça finalement. Donc pas de nouvelles de Keith Lee, pas de nouvelles d'Asuka, ni de Lacey Evans, de Charlotte, rien du tout, on sait pas, on en saura peut-être un peu plus ce soir pendant l'épisode de Raw. Donc on en apprendra voilà, plus de nouvelles sur comment ça va se poursuivre. Et on verra du coup nouveau challenger. Ah oui, on verra bien. Donc voilà, plus d'informations je pense cette semaine dans l'épisode de Raw et de SmackDown. Donc pay-per-view finalement assez mitigé, il y a eu plus de mauvais malheureusement que de bons, mais c'est pour ça n'hésitez pas à nous dire à nous en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des matchs que vous avez aimé, pas aimé, à nous contredire, voilà, évidemment dans la toute gentillesse, hein, voilà, c'est pas la peine d'insulter comme je dis toujours, on n'est pas sur Twitter, on est sur YouTube, donc j'espère avoir une meilleure communauté que ça. Donc voilà, réagissez en commentaire, merci Monsieur VP pour sa participation, on se retrouve du coup d'ici un peu moins d'un mois, je pense, c'est le 21, donc voilà, c'est un mois pile à peu près, quelques jours près, pour du coup la preview de Fastlane qui sera le dernier arrêt avant WrestleMania, même si vous inquiétez pas, il y aura évidemment d'autres vidéos. Avant, voilà, sachant que là du coup vous savez au moment où je parle on est le 22, donc la vidéo devrait sortir soit le 22, donc le jour même, soit demain, mais je pense qu'elle sortira plus aujourd'hui même. Après vous devriez avoir, je pense, une vidéo achat du moment que j'enregistrerai moi tout seul. J'ai toujours des choses à vous présenter, donc ça s'arrêtera pas, et après on repartira avec dans une nouvelle fois dans une vidéo catch avec un pot de catch qui est actuellement en préparation, et le bêtisier j'en sais rien, il sortira un jour, mais Monsieur VP avait dit en février, mais c'est sûr que non, il sortira pas en février, il sortira en mars, voilà, je le dis, la vidéo sortira en mars. Voilà, cette fois c'est sûr, il sortira pas en avril, c'est sûr, il sortira en mars, mais quand je sais pas, je vous tiendrai informé sur les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, justement, vous aurez le lien également de Monsieur VP, son Twitter en description.
pour aussi nous suivre sur Instagram, les différents réseaux, et à réagir toujours en commentaire, de vous abonner et de liker, c'est très important pour nous. Voilà, donc des bisous, et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines vidéos catch. Salut à tous, ciao. Salut.